Salut à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ce soir, nous sommes les aigles de la route. Ouais. Les bolides du podcast. Ouais. Bon, super, ok. L'automobile, monstre technologique, engin du grand capital, phallus vrombissant et déchirant l'asphalte, reflet de la puissance du pilote inconscient filant à toute allure. Moi j'ai le permis, mais j'ai hyper peur des bagnoles. Dès lors que j'ai compris que j'avais entre mes mains ma vie et surtout celle des autres, je n'arrivais plus à expliquer comment les limitations de vitesse pouvaient excéder 30 km/h. De quoi filer des frissons. Bon, alors après vous allez me répondre, c'est quand même bien pratique pour aller bosser et chercher le pain. Vous aurez évidemment raison, sauf qu'au-delà de son utilité mécanique, la voiture c'est aussi un signe extérieur de richesse. Un moyen de séduction à l'effigie de son propriétaire, voire une extension organique de son conducteur fasciné et captif de l'habitacle. La vitesse qu'elle peut atteindre est proportionnelle au chaos qu'elle engendre, alors buckle up, on est parti. Et ce soir, je suis avec Léo. Ça va Léo ? Ça va, alors j'ai le moteur un peu grippé, j'ai un petit début d'angine, donc c'est pas... Ouais, tu parles du nez, mais bon, voilà. ça devrait le faire. Je suis aussi avec Camille. Ça va Camille ? Ça va, moi j'ai pas le permis, mais je suis prête à partir en roue libre. Cette punchline. Et on est aussi avec Lola. Ça va Lola ? Ça va nickel. Moi j'ai le permis depuis le mois de décembre, donc il y a quelques mois. Et tu conduis vachement bien. Merci. Bravo. Bon, on va commencer l'épisode sur les chapeaux de roue. Bon, allez, j'arrête. C'est très sensible. On va commencer par inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique des bêtises qu'on a racontées au cours des épisodes précédents, qui sont essentiellement les miennes, en fait. Ouais, voilà, merci d'insister. Donc au cours de l'épisode 1, j'ai dit que les zèbres c'est des personnes hypersensibles. En fait ce sont plutôt des personnes à haut potentiel qui peuvent être hypersensibles. Au cours de l'épisode 2, on a dit que le scénariste de La Plage c'était Alex Garland, mais en fait c'est John Hodge et il s'est inspiré en fait du roman qu'avait écrit Alex Garland. Au cours de l'épisode 3, Léo, comme quoi il y a pas que moi qui dis des conneries. J'ai dit les aftes aussi, mais bon, ouais, non ça c'était bien. Léo a dit que Ebola syndrome ça se passait pendant la guerre froide, mais en fait pas du tout, ça se passait après. Bah c'est juste, j'ai dit que le film avait été fait dans un contexte de la guerre froide. En fait il était fait en 96, donc bon... Ouais, bon, pour tous les fans d'histoire, vous aurez compris qu'on s'est légèrement planté. Ouais. Et puis, enfin, je garde le meilleur pour la fin. Bon, une fraise en italien, bah c'est pas fragosa, c'est fragola. C'est ça. Bon, voilà. Tous les Italiens nous ont écrit. Voilà. Terrible. Bon, on en a fini. On va pouvoir commencer avec les films de l'épisode. Et donc, on va commencer probablement... Attends, c'est un film de fesses. Camille, tu nous as fait regarder un film de fesses. Enfin, c'est quoi ton film ? J'ai une vision de l'horreur un peu étendue. Le boulard du dimanche. Exactement. Non, moi j'ai envie de vous parler de Crash de David Cronenberg. This is a show. Ralph Friedrich was thrown from a Porsche and spent a year in the hospital recovering from his injuries. Donald Turnipseed was found wandering around in a daze but basically unhurt. James Dean died of a broken neck and became immortal. Ça met le malaise. Oui, ça parle de James Dean. Et encore. Oui, il faut vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Alors, Crash, c'est un film donc de 96 de David Cronenberg et moi, c'est un film que j'adore. Je pense qu'il fait vraiment partie de mes films préférés au monde. Attendez. Alors, je vais essayer de résumer Crash et puis ensuite on en parle. Ben, ouais. Vas-y. Alors, Crash, c'est donc l'histoire d'un homme et d'une femme, de James Ballard, qui conduit une Chrysler. Je vais dire toutes les automobiles qui sont présentes dans le film parce que j'ai fait des recherches. Oui, puis c'est important. Et elles sont quand même importantes. Dans le film, c'est important. Exactement. Donc James Ballard, donc il conduit une Chrysler et lui, il est producteur de pubs, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et il est marié avec Catherine Ballard, qui, elle, conduit une 1990 Mazda MX-5. T'as la plaque d'IMAT. Voilà, bon bref. Attends, Belle la voiture. Chrysler, c'est pas la voiture de Jimmy dans la chanson d'Alain Souchon? Eh ben, oui. Bah si, ouais. Oui, alors moi je me suis demandé si Alain Souchon s'était inspiré de Crash. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Dommage. On débunk tout de suite. Ouais, bon. Et donc James et Catherine sont des gens avec plutôt pas mal d'argent, je pense. Ils vivent dans une grande ville au Canada avec un balcon qui donne sur une autoroute. C'est vraiment un des plans qu'on voit le plus dans le film. C'est un des 3 ou 4 décors. Ouais, exactement. Et en fait, James et Catherine, c'est une espèce de couple un peu libertin, mais qui en fait n'arrive jamais à jouir, vraiment. Et donc, ils vont être en quête d'une jouissance pendant tout le film. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils trouvent des moyens pour essayer d'y accéder. Donc, le film commence par beaucoup de sexe. Effectivement, il y a énormément de scènes de sexe dans le film. Vous pouvez regarder ça en famille, mais je ne suis pas sûre. La que ce soit super. Le malaise. Ça peut être très, très instructif. Enfin bref. Donc, ça commence par une scène de sexe. Le couple se retrouve, se demande s'il a joui. Non, il n'arrive pas à jouir. Peut-être la prochaine fois. Et donc James part en voiture, rentre du travail, il est sur cette autoroute et il percute une voiture, il y a une collision qui se fait avec une voiture en face, et là il y a un corps qui traverse le pare-brise. T'as le modèle ou pas de celle-là? Alors non, c'était trop enfoncé la carlingue, je pouvais pas regarder. Image par image, je trouvais pas. Et donc il y a le corps de l'automobiliste d'en face qui passe de son côté. Et lui croise le regard d'une femme qui est donc la passagère d'en face. Qui a le sein à l'air. Au moment où elle enlève sa ceinture de sécurité. Ouais, c'est vrai. Effectivement, Elle n'a pas fait exprès. Les boutons craquent. Comme par hasard. Ellipse, on retrouve le couple donc dans un hôpital qui est vide d'ailleurs, et James s'est fracturé, je pense, à de multiples endroits la jambe, et donc il a une jambe complètement brochée, il a aussi beaucoup de marques sur le visage, etc. Et là en fait il y a une situation un peu étrange qui commence à émerger, c'est que Catherine commence à lui raconter l'accident, lui raconter l'état de la voiture accidentée, tout en étant dans un rapport érotique, etc. Et donc on comprend que le rapport à la mort, à l'accident, enfin le lien entre la tôle et la chair va être hyper présent dans le film. Et c'est, je pense, un des nœuds du film. Voilà. Et en fait, ça a l'air un peu décousu comme ça. Non, pas du tout. Non. Et donc, au détour d'un couloir de cet hôpital, James rencontre justement la femme qu'il a vue de l'autre côté du pare-brise accidenté. Cette femme, c'est une médecin et elle est accompagnée d'un photographe. Donc elle, c'est Hélène, qui est jouée par Holly Hunter, que moi j'adore. Ouais. Et qui est vraiment hyper intéressante dans le film, qui a une voix magnifique, je l'aime beaucoup. Et donc elle, c'est la veuve pas du tout éplorée du mari décédé. C'est vrai que vite oubliée, ouais. Exactement. Et en fait, elle semble beaucoup plus intéressée par... les deux personnages semblent beaucoup plus intéressés par la broche et la jambe abîmée et les cicatrices de James. Et il commence à faire connaissance, etc. Et James va rencontrer un peu le groupe qui entoure ces deux personnages. Et c'est un groupe qui, en fait, recrée de façon illégale ou en tout cas clandestine des grands accidents de voiture célèbres dans l'histoire du cinéma américain. Notamment, par exemple, là, l'extrait qu'on a entendu, c'est la reconstitution donc, de l'accident de James Dean. Eh oui, tragique. Exactement. Ils n'ont pas fait l'accident de moto de Coluche. Non. Non, mais il parle de Camus, par exemple. Et on pourrait imaginer de Pierre Palmade aussi plus récemment. Mon Dieu. Voilà. Ou l'accident d'hélicoptère de Balavoine. Ah oui. Ah, celui-là, ils en ont pas parlé. Non. Ils se concentrent sur les États-Unis. Bon. Et donc voilà. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est la recherche permanente. De l'accident, la reconstitution d'un accident qui par définition normalement est accidentel et donc surgit. Et là, c'est essayer de retrouver une intensité quand on n'en a pas en fait
dans la vie, parce que aucun des personnages n'a vraiment d'empathie, aucun des personnages ne ressent grand-chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple Catherine la femme, elle est jouée donc par Deborah Kara Unger, qui est une espèce de beauté mais froide, complet, qui a l'air toujours blasée et qui a l'air de rien ressentir, alors que pourtant il y a je ne sais pas combien de scènes de nu où d'habitude on est habitué à voir des actrices et des acteurs ressentir beaucoup de choses, et là il se passe rien. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'elle est étrange, cette actrice. Enfin, ce personnage, en tout cas. Ouais. Elle n'a pas joué dans un truc genre Alerte à Malibu je crois qu'elle a joué un peu dans des séries. Ouais, j'ai vu un truc genre... c'est pas Alerte à Malibu, mais elle joue une sauveteuse en mer, après. Ah. Dans une série pas super. Ouais. Je saurais plus. La Ce sera peut-être un disclaimer dans le prochain épisode. C'était Pamela Anderson, en fait. Non, mais je sais pas. Mais oui, très étrange personnage. Et elle est très belle. Ouais. Et donc, le couple et le personnage le plus sombre du film, qui s'appelle Vaughn, qui est donc un photographe, qui est donc un projet de reformer l'apparence humaine avec la technique. Quel avec projet l'automobile. On a les hobbies qu'on veut le dimanche. On n'est pas là pour juger. Et ben ils vont être dans une espèce de course-poursuite à moitié érotique et en même temps assez terrifiante, avec des poursuites en voiture, des cascades, énormément de sexe. Voilà. Et puis les deux mélangés. Sexe, les deux mélangés. Exactement. Sexe avec des voitures aussi. Tout, ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, du coup? Peut-être on va commencer par, Lola. Moi, c'est compliqué. Je t'avoue, Camille, ce film... heureusement que c'est toi qui en as parlé, parce que tu vois, on a hésité, on s'était demandé un moment. Et toi, tu t'as dit que c'était un de tes films préférés, donc tant mieux. Moi, je l'ai regardé genre en 27 fois, tellement c'était dur de le regarder. Non pas parce que je pense que c'est un mauvais film, mais parce que je trouve qu'il est... c'est dur en fait, il dure pas très longtemps, je crois qu'il dure 1h30. Moins de 2 heures, 1h40. Ouais, il est pas très long et en vrai on ne s'ennuie pas, mais je le trouve difficile à regarder. Une des phrases que j'ai retenues et je me la suis notée, c'est à un moment donné le personnage de Vaughn, il parle du remodelage du corps par la technologie moderne. Et je trouvais que ça expliquait assez bien, lui, son fétichisme à lui. Voilà. Après, moi, vous allez voir mon film, donc ça sera contradictoire, mais j'ai un peu de mal avec les gens qui caressent des automobiles. Je comprends pas trop. David Cronenberg, à la remise du prix du jury à Cannes, justement, il a dit... Je cite, certes, c'est un film spécial. Voilà, je trouve que ça résume assez bien. C'est spécial. Voilà, moi je suis pas une spécialiste de Cronenberg, mais je sais qu'il aime bien enfoncer des choses dans les corps à des endroits qui sont pas faits pour être enfoncés. Ah oui. Il est obsédé de manière générale par le corps et les cicatrices. Les cicatrices, voilà. Il y a une scène atroce, moi, elle m'a... Justement, où le personnage de James pénètre la cicatrice d'un autre personnage. Voilà, c'est un coït, clairement. Joué par Patricia Arquette. Oui, c'est ça, par Patricia Arquette. C'est immonde, cette scène. La meuf de Medium. Oui. Ah, je me disais bien que j'avais vu quelque part. Mais voilà, après... C'est très éloigné de son rôle dans Medium. Hein. C'est ça. Ouais. Après, moi, ce qui me saoule un peu dans ce film, peut-être que j'ai pas bien compris, mais c'est le côté un peu perversion freudienne. Tu vois, moi, je trouve que c'est très... ça parle vachement de la structure de la perversion, comme Freud en parlait à l'époque, c'est-à-dire c'est juste les transgressions anatomiques des zones corporelles destinées à l'union sexuelle, tu vois, enfin genre c'est vraiment en mode c'est pas bien de pénétrer des zones du corps qui sont pas faites pour se reproduire. Enfin moi je l'ai perçu comme ça, et ça me dérange un peu parce qu'après c'est clair que le personnage de Vaughn, ouais, j'ai du mal à le dire, mais c'est un pervers, je pense, on peut le dire, parce que lui il se satisfait de la mort d'autrui et de la souffrance mais voilà, moi ça m'a un peu
ça m'a un peu dérangé parce que je pense qu'on peut avoir des kinks sexuels, des trucs voilà, qui sont pas forcément dans les normes sexuelles aujourd'hui, mais sans pour autant être... Enfin, moi, je trouve que je trouve que ça juge un peu. Alors peut-être j'ai pas du tout compris le film. C'est marrant parce que moi j'ai pas du tout cette sensation. Moi non plus. Ouais, bah tant mieux. C'est plus intéressant qu'on n'ait pas les mêmes avis. Mais moi c'est ce que j'ai capté, voilà, que James et Catherine ils jouaient aux autotamponneuses et que en gros voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu les autotamponneuses. Ah bah c'est clairement les autotamponneuses. Hein, et ça tamponne, ouais. Ça tamponne. Et la scène de la fin, une grande partie du film. Ah bah il la tamponne sévère. Enfin c'est toujours l'homme qui est derrière la femme. Enfin en voiture. Les deux hommes ils se tamponnent aussi. Hein. Ouais ils se tamponnent, mais ils se tamponnent moins que. Un peu moins. Ils se tamponnent un peu. Ouais ils se tamponnent quand même pas mal. Hein, oui, et ce qui est quand même assez marrant, c'est que ça naît du fantasme de Catherine. Oui, c'est vrai. La relation c'est vrai. entre les deux personnages masculins, qui est assez rare quand même, il faut le signaler dans un. Oui, ouais. Et d'ailleurs, les deux ça. personnages féminins, du coup, c'est pareil aussi. On voit pas la scène. Bon, on aurait déjà assez dans le film. Mais c'est suggéré à un moment, du coup, qu'elles vont dans une voiture toutes les deux aussi pour pratiquer le sexe véhiculaire, quoi. Mais en toute sécurité. Ah non, ils mettent pas les ceintures. Non, ils les enlèvent exprès. Sinon, tu perds le plaisir du frisson. Ouais. Non, mais je voulais faire un petit message de sécurité routière. Mais en fait, on peut pas. Ouais, non, la prévention routière, c'est pas pour cet épisode. Non, ouais. Bah Léo, toi t'as bien aimé toi. Moi Toi t'adores les voitures, t'adores le sexe, donc c'était ton film quoi. Ah putain la honte quoi. Super. Non alors, moi il y a des thèmes que j'ai retrouvés dans le film qui me sont assez chers. Moi j'aime beaucoup le transhumanisme par exemple. Et je trouve qu'on est un peu en plein dedans en brouillant du coup la frontière entre du coup les humains, les machines, en créant du coup une sexualité, une fusion différente. Que du coup des êtres vivants et des objets inanimés quoi. Donc ça me plaît et moi je sais pas, on l'a pas ressenti de la même façon parce que moi j'ai ressenti une étude quasi sociologique sans jugement justement en fait. Enfin j'ai pas ressenti du coup du tout de jugement de Cronenberg. Il y a pas de c'est bien c'est pas bien ce que ces personnages font. En fait ils sont à la recherche de quelque chose. Je pense qu'on peut trouver ça un peu triste et peut-être un peu jusqu'au boutiste et genre clairement dangereux quoi. Mais j'ai pas ressenti de jugement en fait, je sais pas, mais j'ai un peu le même sentiment, tu sais, j'ai un peu l'impression que ce film c'est Hellraiser, mais genre dans une ville lambda quoi, tu vois. Genre des gens qui se font chier au lieu d'appeler les Cénobites pour avoir la souffrance du plaisir éternel, bah en fait juste ils créent des accidents de voiture parce que bah voilà en fait ils comblent un vide grâce à ça, où ils expliquent un trauma où voilà ils font le deuil d'un traumatisme grâce à ça et je trouve ça assez intéressant. Et mais même je trouve que ça questionne nous notre propre rapport aux normes et aux règles sociales qu'on peut s'instaurer, du coup que ce soit dans des comportements quotidiens, dans la sexualité, dans les questions de genre, dans un peu plein de trucs. Mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus quand je parlerai de mon film. Et toi Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je vais dire j'ai du mal, si tu veux, à vraiment accrocher au film quand je le regarde, mais je pense que c'est plus parce que j'aime beaucoup la première partie de la carrière de David Cronenberg et je trouve que Crash en tant que film, en tant que divertissement, si on peut voir ça comme il est un peu moins bien, il est un peu plus difficile à aborder que les films précédents de sa carrière. Néanmoins c'est un film que je trouve quand même très très beau et jusqu'au boutiste, et pour ça je suis content que ce film existe. Et puis j'y vois en fait la continuité, je veux dire un peu logique des thématiques qu'il aborde dans ses films précédents. Il est quand même toujours Cronenberg assez passionné, assez fasciné par la fusion du corps avec déjà la transformation du corps, le corps mutilé, le corps avec des cicatrices, et puis la fusion du corps avec
je sais pas, on pourrait dire avec du métal, quelque chose d'étranger, quoi. Du métal dans le truc. Là, voilà, il y a les fluides. Les fluides, le sang, les fluides, enfin à peu près tous les fluides c'est corporels. vrai qu'il y a des moteur. scènes où la lumière met vachement en valeur les fluides. Alors on sait pas toujours si c'est des fluides corporels ou des fluides de la voiture. En fait, on voit sur la main des zones de surbrillance où on voit que c'est mouillé et on sait pas trop. ce que c'est. C'est pas du sang. Ouais, et puis il filme les taules exactement comme les corps. Enfin, c'est le même érotisme qu'il met dedans. Ouais, quoi. ouais. Moi, j'y vois donc une forme de continuité dans enfin, tu vois, quand il fait Vidéodrome, il te montre une scène de pénétration entre un homme et un téléviseur. Enfin, c'est quand même une imagerie de Cronenberg qui est Existence, il y a les espèces de bidules organiques là, qui s'enfoncent dans le bas du dos. C'est horrible ces trucs. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est un peu Cronenberg, mais in real life, Crash. Et c'est d'ailleurs peut-être un tournant dans sa carrière. Enfin, en tout cas, parce qu'après il a pas fait que des films fantastiques après ce film-là, alors qu'au préalable il n'avait fait quasiment que ça. Voilà. Donc moi j'aime bien que le film existe, j'aime bien qu'il soit là. Néanmoins, je suis pas sûr de me le remater. Moi non plus. Ou alors un dimanche soir en famille. En dehors d'un contexte familial, évidemment. Mais non, mais enfin, blague à part, c'est quand même un film important. Moi, je me prononce pas tellement sur la position qu'il a vis-à-vis des gens, vis-à-vis des fétiches qu'il montre. Parce que je sais pas quoi réellement penser. Parce que moi aussi j'adore coucher avec des voitures. Mais je sais pas réellement quoi en penser. Je pense que Cronenberg c'est un homme blanc cisgenre hétérosexuel. Donc évidemment la manière dont il filme ça, il le filme de cette manière-là. Donc voilà. Mais c'est quand même Vas-y. Sur moi justement, j'avais un peu peur de ça au début parce que tout est hyper sexualisé dès les premiers plans du film en fait quoi. Et finalement en fait les normes et les constructions de peut-être que ça allait pas aussi loin effectivement. Le chat va bien. Le chat va bien. Le chat a voulu dévorer l'avocat. On fout la cascade. Mais du coup, en fait, je trouve que le fait que le film brouille au fur et à mesure, du coup, les constructions sociales de genre et de sexualité. Moi, j'avais peur qu'au début, ce soit les mecs avec les bagnoles qui ont des relations sexuelles avec les meufs du film, en gros. Ah, mais ça, c'est Fast and Furious, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, agréablement surpris de voir que. Enfin, agréablement, je sais pas. Je sais pas si le mot agréable Crash. Mais... Quand même plutôt agréablement surpris de voir que, en fait, le propos était aller jusqu'au bout de ce qu'il proposait, en montrant aussi, du coup, des scènes entre, du coup, les deux personnages masculins principaux qui finissent, du coup, par avoir des relations sexuelles aussi, les personnages féminins qui ont aussi des relations sexuelles entre elles, et bien sûr, ça brouille complètement les frontières de la Non, mais c'est pas tellement sur le. Moi, je disais pas tellement ça sur le. Comment dire, c'est plus la manière de le filmer. Oui, oui, mais je pense que c'est aussi parce que c'est un film qui arrive après toute la période des thrillers érotiques, où là vraiment c'est vraiment un érotisme qui est recherché, Basic Instinct et compagnie. Ouais. Et en fait, moi dans Crash, je trouve qu'il y a un truc d'écœurement. Par rapport au sexe en fait, parce que c'est que ça. C'est des choses c'est juste des corps qui s'emboîtent et il y a plus vraiment d'excitation. Enfin, au début on est un peu mal à l'aise. Enfin, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait quand ça fait la 10e scène qui en plus est montée, elles sont montées les unes après les autres. C'est chirurgical un peu. Oui, c'est ça. C'est juste de la chair assez froide. Moi, c'est ça que je trouve fou. Et moi, j'y vois un propos assez politique aussi parce que toutes les scènes sur... en fait, on ne suit que quelques personnages, on voit personne d'autre. Il y a très peu de personnages, il y a très peu d'acteurs. Exactement, on voit juste des jambes passer ou des gens qui peuvent les voir en train de faire quelque chose. Mais et donc on est dans cette espèce de ville qui n'existe pas parce qu'on voit pas non plus de bâtiments. On voit que cette autoroute, etc. Ouais, ce nœud d'autoroute. Et c'est un peu et en même temps les seules caractéristiques qu'on a sur les personnages, c'est par exemple leur profession. Donc elle fait de l'aviation pour le plaisir. Lui, il est dans la
la pub. Enfin, c'est quand même un peu les stéréotypes des années 80, Ouais. ultra libéraux américains, etc. Et en fait, ils s'ennuient, mais terriblement, quoi. Et moi, je trouve que c'est Et ils en arrivent à s'autodétruire par la propre Exactement. modernité qui est venue. Exactement. Mais avec d'ailleurs, leurs grosses voitures, lui il machin. dit à un moment sur le balcon, une fois qu'il a la jambe brisée, faut pas que je reste là parce que je vais finir par devenir une plante en pot Oui, Ouais. tout à fait. en regardant l'autoroute, justement. Tout à fait. Donc Et voilà. Juste très rapidement, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer, après le rapport sexuel entre les deux hommes, pourquoi pas James, j'ai encore Vaughn. Bon. Pourquoi Vaughn est énervé après et décide de foncer sur. J'ai pas compris cette scène en fait. Où il fonce sur James qui est dans une voiture à moitié en train de se masturber. Oui. Enfin, Alors, j'ai pas compris. Je ne voudrais pas expliquer cette scène parce que je crois que ça serait être un peu présomptueux et je pense que je devrais prendre rendez-vous avec mon psychanalyste très rapidement si j'arrivais à. Alors moi je sais. D'ailleurs, t'as rendez-vous juste après. Hein. Il On t'a attend. pris un rendez-vous. C'est ça. Moi je pense que c'est parce que, enfin, c'est toujours ce truc entre Thanatos et Eros en fait qui sont hyper proches et l'un sans l'autre n'existe pas. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un plaisir qui a été pris à ce moment-là par Vaughn et qui se transforme en violence Ouais, ok. quasiment systématique, quoi. Ok. Ouais, ok. Voilà. Bon, moi, c'est ça ce va, que je ça vois va comme une pas sorte de forcément plus loin. libération. Ouais, ok. Ok, ça marche. Bon, ben voilà. Très bien. Bah, du chaos de l'accident naît la beauté. Voilà. Ouais. En tout cas, le crash. Naît autre chose. Ok, j'ai essayé de faire une transition, mais ça n'a pas marché. On passe au film d'après. Je crois que c'est le film de Léo et c'est Crash 2 du coup. Et oui, Ouais. c'est Crash 2, a.k.a. Titan. C'était pas fait exprès, hein, effectivement, l'enchaînement, enfin en tout cas le fait qu'on choisisse Crash et Titan dans le même épisode. Mais c'est deux films qui se complètent bien puisque Julia Ducournau a été influencée par Crash et c'est Titan tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce film Et de voilà, fesses voilà. C'était une scène de c'est- pique-nique entre amis. Exactement. On est à l'église, voilà. qu'est-ce qui se passe? Petite scène du film qui arrive assez tôt dans le film, du coup, entre Alexia et une voiture tuning. Une Chevrolet? C'est quoi? C'est. Tu sais, c'est les, Ouais, c'est tu les sais pas, lowriders. C'est les lowriders. Oui, mais il faut que qui- tu connaisses les modèles. Ah, moi, j'ai pas noté tout le nom. T'as des pas tout modèles. noté, Je sais ouais. qu'il y a un camion de pompiers aussi à un moment dans Titan, du coup, tu vois. Titan, du coup, qui est le deuxième long métrage de Julia Ducournau, qui est sorti en 2021. Julia Ducournau, que du coup, vous connaissez sûrement pour Grave, sorti quelques années auparavant, ou peut-être même pour ses courts-métrages comme Junior, par exemple. Et du coup, Titan, comme on le disait avant, étroitement lié à Crash. Titan, du coup, double sens du titre. Je vous l'apprends peut-être, mais le titane, c'est un métal. Non. Oh, Et oui. classification périodique. Mais c'est aussi une référence au titan de la mythologie, et en l'occurrence, une titane. Puisque Genre l'attaque c'est des titans. Alexia. Exactement. Sérieux? Quelle référence? Parce que je suis en train de le lire. Et ben, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, voilà quoi. Ok. Donc du coup, d'entrée de jeu, Julia Ducournau nous présente du coup un petit titre à double sens, voilà quoi. Et présente du coup le métal, le titane du coup qui est présent dans la tête d'Alexia, jouée par Agathe Roussel du coup, puisqu'elle a subi un accident de voiture très grave étant petite et qu'elle a une plaque de titane pour remplacer une partie manquante de son crâne. Le métal du coup c'est donc présenté comme une anomalie qui peut devenir une force, donc c'est aussi un peu comme Crash, je trouve, un film qui va aborder des thèmes transhumanistes. Et avec des personnages qui ont des tares, qui sont marqués en tout cas par des événements. Donc du coup on a Alexia,
qui, comme j'ai dit, a une plaque de titane dans la tête, et on a Vincent, joué par Vincent Landon, un pompier qui se shoot aux stéroïdes après la disparition, donc la mort de son fils. Il s'appelle aussi Vincent dans le film. Oui, il s'appelle aussi Vincent. Ah mais dans le film, ouais. il l'appelle pas dans le film. Comment il est stock. Quelques moments, il est hyper stock. Ouais. Hyper Le mec stock, il a fait de la. Ah ouais, Il a l'air Il a sympa, poussé Vincent à la Ladon, salle. comme ça, mais en Ouais, fait. ouais, c'est fou, hein, ça. Ouais, c'est pas pareil dans l'étudiante. Elle explique, Julia Ducournau, ouais, qu'en France, c'est pas trop la tradition de demander aux acteurs, aux actrices des changements physiques ou corporels, que c'est plus un truc qui vient des États-Unis. Ah bah là. Mais que là, en fait, elle voulait qu'ils se sentent Vincent pompier, quoi, tu vois. Ah bah ouais. Ah bah, pompier plus là. Vincent, Vincent pompier. C'est pas le un pompier peu- volontaire. Tout rose, là. Ouais. Mais ouais. Mais du coup, je parlais de ces anomalies du coup de nos deux personnages qui sont tous les deux touchés par un parcours de vie traumatisant. Ah bon. Et oui, traumatisant clairement. Mais en fait, ces anomalies, pour Julia Ducournau, c'est une connotation clairement positive. La transformation, elle est déterministe et elle est obligatoire dans nos sociétés, et c'est pareil pour nos personnages en fait. C'est pas parce qu'ils ont des tares ou des anomalies que c'est quelque chose qui va absolument déterminer un sort tragique ou quelque chose de négatif en fait pour eux. Bon, après, Julia Ducournau a une définition du terme positif, voilà, vous serez peut-être pas d'accord. Elle présente son film comme l'avant-utopie ou comme le début d'une utopie, en tout cas quelque chose de positif pour la société, du coup symptôme d'un changement sociétal profond, quoi. Ouais, bah il faudrait qu'on ouais. voit le 2 en fait, pour voir ce que devient cet enfant. Ouais. Tu m'apprends plein de choses. Le gamin. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Je savais Et pas du- qu'elle avait vu ça comme ça. Bah, du coup, en fait, elle voulait présenter une sorte d'humanité nouvelle qui, par cet art, ses traumatismes et ses vies altérées, utilise du coup ces inconvénients pour en faire des avantages et donner naissance à des êtres plus forts et parés aux mésaventures de la vie. Et donc du coup, on est clairement dans une dimension mythologique, et ça C'est c'est beau pour ce la que tu partie dis. titane du coup. Et là, on a la rencontre du métal et du feu pour reforger cette humanité nouvelle du coup. Malgré la monstruosité évidente présentée par le film, les pulsions de mort et la transformation physique des personnages, du coup, comme je disais, avec Vincent et ses stéroïdes, et elle avec du coup l'incubation d'un petit être mi-voiture, mi-humain dans son ventre. Tout mignon. Et en fait, il est mignon, il est chromé. Ouais. Et elle finit en fait par aborder dans son film le thème de l'amour inconditionnel, ce qui explique la relation d'attachement qui se crée entre Vincent et Alexia. Qui est un des points que j'aime beaucoup dans le film. Oui, je Ouais, suis moi d'accord. aussi, ouais, je suis d'accord, j'aime beaucoup que ça se Mais passe que comme j'ai ça. pas compris. C'est très doux. Moi, j'ai pas compris. Mais Mais on du en reparlera coup, après. On en reparlera après, ouais. Il y a plein de choses à dire sur ce film. Mais du coup, en fait, c'est là où aussi on arrive au parallèle à Crash, parce que du coup, Crash, c'est un peu le même thème qui est abordé et le même final d'espèce d'utopie sentimentale, en fait, où du coup on dépasse tous les carcans sociaux, les stéréotypes de genre pour garder uniquement les sentiments et les émotions des individus. Sauf que Crash, pour le coup, on en parlait avant, c'est très scientifique, la façon dont c'est fait, dont c'est abordé, dont c'est mis en scène, dont c'est réalisé. Alors que Julia Ducournau, elle va plus se placer directement dans les individus, quitte à ce que ça fasse mal, quoi. Ouais, et Donc quand, c'est- en t'entendant parler, je pensais aussi à un parallèle, c'est que dans Crash et dans Titan, avec le personnage d'Alexia, il y a ces personnages où on n'arrive pas à rentrer dans leur psyché. Ouais. C'est-à-dire que il y a Vincent Lindon, là c'est le personnage un peu plus humain qu'on peut comprendre, etc. Mais je pense qu'il y a des parallèles là-dessus aussi. C'est-à-dire que c'est des personnages qui font beaucoup de choses très très violentes, et pourtant on rentre pas dans leur tête, quoi. Ouais. Enfin, et elle veut pas nous faire rentrer dans Non, la tête c'est d'Alexia. ça, Enfin, ouais. c'est Mais pas l'idée, quoi. D'ailleurs, elle expliquait que dans son processus d'écriture du film, en tout cas, et même la direction d'acteur, en fait, par exemple, elle fait pas de storyboard pour laisser de la place à l'improvisation aux comédiens et comédiennes, en fait, par exemple. Et elle aime bien se faire porter par les personnages qu'elle a insufflés dans la tête des comédiens comédiennes, que du coup même propose des façons de jouer, des petits trucs en plus et tout, quoi. Donc du coup, ouais, complètement. Alors moi je rebondis sur ce que vous dites. Peut-être je t'interromps Non, vas-y, tu peux. dans ton déroulé, mais moi la comparaison est effectivement valable. C'est des personnages dans lesquels à l'intérieur desquels tu rentres pas tellement finalement en tant que spectateur. Néanmoins, je trouve que dans le film de Cronenberg, il a une manière
c'est-à-dire que c'est évident, c'est des personnages qui sont des coquilles, qui sont des reflets un petit peu de la société malade dans laquelle ils vivent, et en fait ils sont présentés que comme des corps, et voilà. Dans le film de Julia Ducournau, ce qui moi me gêne un petit peu plus, c'est qu'il y a une scénarisation de ce truc-là. C'est-à-dire que le personnage d'Alexia, elle a un background, elle a tout ça, et en fait tout ça, à mon sens, est assez pas futile, mais en fait est peu utile dans la progression du film. Et moi, c'est un truc qui me gêne un peu dans le film. Bah, après, moi, je trouve que le background, il est suggéré. En fait, on l'apprend juste par la scène d'intro. Bah, t'as une scène, quoi, tu vois, où elle a un truc dans la tête, machin. Tu te dis. Ça après, ne sert pas au film après. En fait. Et après, il y a tout le truc avec son père. Elle a une espèce de, mais qui est en fait, qui est un truc qui est là, mais qui devrait, à mon sens, ne pas l'être. Après, ça sert au film parce que justement, là, ça c'est un peu le prochain truc, c'est que en fait, elle inverse complètement les stéréotypes de genre, et du coup, en fait, ces scènes d'intro où là, la voiture, c'est clairement l'instrument phallocratique par excellence, avec le salon du tuning et du coup les meufs qui dansent sur les bagnoles et tout. C'est complètement inversé par rapport à après, par exemple avec Lindon et les pompiers. On peut s'attendre à ce que ce soit des gros pompiers tout musclés, et c'est un peu le cas, mais en fait on est à un moment du film où les sentiments prennent une ampleur genre complètement démesurée par rapport à l'horreur qu'il y a eu en premier, et du coup les pulsions de mort d'Alexia, et du coup en fait ça sert justement à faire ce contraste à chaque fois. Donc du coup utiliser aussi l'image qu'on se fait des pompiers avec le feu, les mecs musclés, etc. En fait, du coup proposer une lumière rose très tamisée avec beaucoup de scènes émotives. Il y a des scènes de danse, il y a plein de scènes de danse avec les pompiers par exemple, qui sont en opposition totale aux scènes de danse du début de cet univers hyper masculin et hyper sexualisé, quoi. Donc du coup je pense qu'elles servent plutôt à... Enfin voilà, elles servent plutôt ce propos-là plutôt qu'un background personnel vraiment abouti, quoi. Peut-être pas trop les voir comme ça non plus, c'est plus symbolique en fait ce background. Moi je pense que ça montre bien la fluidité en fait du film, parce que moi je trouve que c'est un film très fluide, même dans sa façon de mélanger plein de registres et de thématiques. Faut dire quand même que le film il est un peu composé en deux parties. Il y a une partie vraiment horreur, slasher, etc. Il y a une partie où d'un seul coup c'est un drame social, familial, social. C'est pas du tout. C'est assez. Et puis il y a le fantastique avec cette histoire de voiture. Ouais. Donc tout ça se mélange, etc. Alors je peux comprendre que ce soit un peu indigeste mais c'est pas... parfois, mais je trouve que les personnages sont quand même très fluides, et justement dans la scène de danse dont tu parlais au moment dans le bal des pompiers, il y a cette transformation de Alexa qui joue Adrien. Ouais. Et c'est vraiment pas les mêmes personnes en fait. Et en même temps, quand elle danse, d'un seul coup, il y a un truc. Vraiment, on passe. Tout se mélange, quoi. Ouais. Mais je trouve que moi, cette seconde partie du film fonctionne bien. Moi, j'ai un peu plus de mal avec la première partie, en fait, du film, que je trouve qui est. Voilà, je comprends pas ces scènes de violence au début. Ces scènes de massacre, j'ai un peu de mal à comprendre où est-ce qu'elle veut t'amener en termes de construction de personnages et de tu vois, je me pose toujours, je l'ai vu 2 fois et vraiment à chaque fois moi j'ai un peu de mal à capter là où ça veut nous amener, et alors que la deuxième partie je la trouve vraiment très cohérente et pour le coup presque autosuffisante, quoi. Voilà, mais bon voilà, je pense que c'est plus pour montrer que par ce brouillage des genres pluriel qu'elle fait, elle arrive à calmer les pulsions de mort, les pulsions meurtrières d'Alexia, en fait, qui du coup se lie dans une sorte de relation hyper étrange avec Vincent Lindon, où en fait ça calme, tempère, ça change qui elle est au plus profond d'elle, et ça crée quelque chose de nouveau, en fait, quoi, qui est du coup matérialisé par cet enfant. Et c'est pour ça que je pense que la fin, comme elle le dit, est plutôt optimiste que pessimiste. C'est que en fait cet enfant, c'est du coup le résultat du coup de la révélation de l'amour qu'elle a et de sa relation fusionnelle avec Vincent Lindon et tout, quoi. Alors là où j'aurais je mettrais un peu de nuance peut-être, c'est que j'ai lu une critique, alors je vous le dirai dans le prochain épisode, dans notre partie récapitulative, erreur et point de précision, mais j'ai lu une critique qui était vraiment intéressante sur la question de savoir si c'était un film queer.
Ouais. Parce que quand elle a reçu la palme, elle a beaucoup parlé des monstres, Ouais. en disant donc merci de faire entrer les monstres dans le cinéma, etc. C'est vrai que moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Et Et je pense pas que ce soit le premier truc qu'elle ait voulu dire. exactement. Et je suis pas totalement sûre en fait que ce soit un film absolument queer parce que le personnage d'Alexa, il est, disons qu'il représente, il y a un basculement dans le sens où dès le départ, il représente une espèce de violence et de masculinité. Enfin, qui d'habitude est réservée à la masculinité, on va dire, à la virilité toxique, enfin ce genre de choses. Et en fait, après, elle devient donc Adrien, donc elle devient un garçon, enfin une figure de garçon, etc. Et là, elle devient un peu plus dans le sentiment vis-à-vis de son père, enfin son faux père, etc. Mais pour autant, il y a plein de scènes où il y a pas du tout par exemple de sororité. Enfin, il y a une scène dans le bus. Ah ouais, non, clairement, ouais. Où Elle la laisse tomber comme une oui, vieille merde. où elle arrive dans le bus et il y a une passagère qui est là et à l'arrière il y a des garçons qui agressent cette passagère et elle même en sachant que c'est une femme qui a la capacité d'être hyper violente et de casser des gueules, et en fait elle le fait pas quoi. Elle le refuse. Je pense qu'à ce moment-là, elle est encore dans le rejet de ce qui est en train du changement qui est en train de s'opérer en elle aussi, et c'est peut-être pour ça aussi. Après oui, je pense que il y a plus un sous-texte sur la fluidité de genre. Après oui, effectivement, de là à dire que c'est un film queer, je sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus. Je savais pas qu'il y avait potentiellement des gens qui avaient employé ce terme-là, mais Bah si, parce que t'as quand même la transformation de genre à un moment dans le film. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu, en tout cas au cinéma. Après, en le rematant, c'est pas ce qui m'a interpellé le plus. Et toi, t'as pensé quoi du film, Lola? Moi, pour rebondir sur ce que Léo a dit, je comprends pas trop, moi, ce qu'elle veut brouiller. Tu disais, je sais plus quelle phrase t'as utilisé, mais t'as utilisé le verbe brouiller dans sa relation avec Vincent Lindon, par exemple. Brouiller les genres, c'est très bien, mais là, en fait, elle mélange une relation enfant-parent avec de l'inceste en fait, parce qu'à la fin dans la fin elle l'embrasse et voilà, et lui aussi lui répond avec son baiser. Ça, elle l'explique par le fait que du coup elle s'est beaucoup inspirée d'histoires mythologiques en fait, où du coup c'est Oedipe. Ouais, enfin en fait voilà quoi, du coup c'est très classique. C'est pareil, c'est un truc qui contribue en tout cas pour elle à parler d'amour inconditionnel et à briser du coup l'imaginaire, le carcan social. C'est Lemon Incest de Serge Gainsbourg. Non. Mais désolé, Julia Ducournau. Je pense que c'est plus lié au côté, en tout cas mythologique du film. Okay. Ça, je pense quoi. C'est une volonté parce comme ça. Parce que moi, cette partie-là. Mais c'est dérangeant. Je suis d'accord. Oui, voilà. En fait, je comprends pas trop ce qu'elle veut me dire. En fait, ce film. Je vais vous dire. Moi, je vous explique. J'ai rebondi sur ce qu'a dit Léo. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Camille. Je le définirais vraiment pas comme fluide. Voilà. Mais alors, voilà, c'est Camille en tous colère. Camille tous. Mais je m'étrangle. Alors, j'ai adoré son film d'avant, Grave. J'ai adoré ce film. Je l'ai vu plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup. Après, j'ai un fétichisme du cannibalisme qui est un peu étrange, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé Grave. Tu vas aller chez le psychiatre de Camille aussi. Oui, mais on y va tout ça. Psychanalyste. Ça va nous coûter très cher, mais c'est pas grave. Et c'est un peu comme Crash. Moi, il y a ce truc de les gens qui s'excitent sur des bagnoles, je comprends pas. Ok, c'est pas grave, c'est pas parce que je comprends pas que c'est pas intéressant. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce film. Enfin, moi, en fait, quand je mate ce film, il y a plein de moments où je me dis, mais pourquoi? En fait, plein de moments je me dis, et je rebondis sur ce qu'a dit Thomas, où c'est vrai que la première partie du film elle est sous-exploitée, elle veut aborder plein de trucs hyper horrifiques, genre un peu la serial killeuse, tu vois. Tout à fait. Et ça c'est hyper cool, elle défonce des gens enfin elle est trop bien, tu vois, en tueuse, mais c'est pas exploité suffisamment. Mais je reviens juste du coup sur le truc, tu parles de transformation, et en vrai genre tous ces films ils parlent de transformation, et c'est juste que alors après, je suis d'accord que celui-là. Après, peut-être c'est plus évident dans Grave. C'est juste la violence du coup que les personnages subissent dans leur carcan social et les pressions sociétales du coup les amènent à une transformation hyper brutale en fait quoi. Et que ça peut être violent, ça peut être une réalisation horrifique comme dans Grave. Le court métrage du coup, un de ses plus connus c'est Junior. Et je l'ai pas vu moi. Une gamine au collège qui clairement en fait se pose des questions de genre parce qu'elle traîne que avec des petits gars
et elle essaye de faire comme eux et tout, donc du coup elle fait très mec quoi, Ouais. et elle se transforme en une espèce d'insecte pendant le court-métrage, et en fait je pense que c'est surtout ça son propos, donc peut-être que ça fait un peu redite avec ses œuvres d'avant, et peut-être que c'est un peu indigeste, mais en fait le propos pour moi il change pas beaucoup, c'est juste l'aboutissement un peu de ce qu'elle cherchait à dire. Ok. Et peut-être qu'à partir de là elle aura fini son cycle de transformation et qu'elle passera à d'autres thématiques dans ses films, je sais pas. Et je pense qu'il y a un truc aussi, parce que là, on est beaucoup sur une lecture, conceptuelle, tu Ouais. vois, du film, du propos du film et tout. Mais moi, enfin, ce que j'ai préféré, moi, dans le film, c'est et ce qu'elle avait déjà réussi à faire, je trouve très bien dans Grave, c'est que pour moi, c'est une réalisatrice qui arrive à te mettre très mal à l'aise, et à mettre, en fait, elle a une utilisation du corps de ses personnages qui fait que toi-même, tu te sens mal à l'aise dans ton propre corps, dans les limites de ton propre corps. Enfin, il y a un truc, c'est vrai. tu vois, les scènes toutes simples où elle doit transformer son visage pour ressembler et échapper à la police et Se ressembler bander le à ventre, cet tu enfant vois. disparu, etc. Ouais. Où elle se casse le nez. Moi, c'est des trucs qui me... Bah, il est douloureux. Ouais. celui-là. Bah ouais, Oui, c'est oui. Ah oui, c'est oui. vraiment hyper violent, et je me souviens très bien au cinéma de la réaction de la salle, Ah ouais, c'est... des gens qui étaient là, oh, mon Dieu, quel enfer. Ouais. Tu vois, et ça, je trouve qu'elle est quand même extrêmement Ouais, douée ouais. pour ça, tu vois. Ouais. Après, il y a eu tout un truc de oui, les gens à Cannes ont vomi, machin. Oui, mais les ouais, gens, ouais, les ça gens, va, les gens vomissent gens tout le temps à à Cannes, Cannes, ils ouais. font la fête. Ils avaient la trop veille. bu, voilà. Mais Ça, oui, c'est- c'était la séance de 8 heures, évidemment. Mais merci Léo, déjà c'est le premier film de l'horreur du dimanche qui parle d'une réalisatrice, donc déjà c'est cool. Ouais. C'est pas le dernier, Ouais, c'est- vous le verrez dans Ah, la mais du suite coup, de aussi l'épisode. pour la mais- petite rappeler le thème quand même, je m'étais noté à la fin que les gros cylindrés dans son film quand même, Juliette Ouais. Ducournau, faut le rappeler. C'est une sorte de mise en abîme de ce qu'elle explore dans le film, la rencontre entre le feu et le métal, donc le métal de Alexia et le feu de Vincent Lindon. Des C'est pompiers. aussi le principe de fonctionnement du moteur à explosion. Voilà. Oh là Par là, exemple. c'est malin. On est avec un technicien. C'est malin, mais Brice qui est avec nous. Qu'est-ce Brice- que tu penses de Titan? Ben non, mais il nous fait signe qu'il faut qu'on passe à la suite parce que ça fait déjà un moment qu'on en discute. Brice il a pas compris Titan. hein. Je D'ailleurs, l'ai c'est maté pas avec lui. Brice, c'est Turbo Boubou. Ah, Turbo Boubou, ah ouais. ouais. C'est vrai. Il a pas rigole, trop compris il rigole. Titan. Il l'a maté dans l'avion avec moi. Oui, c'est vrai, je t'ai vu, tu l'as maté dans l'avion, ouais. Il a failli vomir à plusieurs reprises. Ça, c'est à cause de l'avion. Bah, c'est parce qu'il est canois, en fait. Ouais, dès qu'il Il vomit. vomit, dès qu'il voit un film, il vomit. Et je voulais juste dire que l'image était très très belle et Ah que oui, c'est c'est très beau, le ouais. même dire faute que dans Grave. Ah, c'est Donc, très très beau. Ah, tu dis un dire faute. Un dire faute, ouais, c'est comme ça. Ouais, Bah, ah, c'est des ouais, professionnels. c'est ça, c'est- Moi, j'ai un DP. Ah oui. Bon, ok. Donc, Crash 1, Crash 2. Crash 3. Crash 3. Crash Origins. Origins. Lola, c'est quoi ton film? Moi, je vais vous parler de Christine de John Carpenter. Her name's Christine. What is it about that car, huh? You care more about that car than you care about me. Maybe it's just that for the first time in my life, I found something that's uglier than me. I'm gonna watch you kill my car. It's real sensitive. Come on, Christine. Come on, baby, please. Waouh. Ah là là. Quelle Ça, c'est du musique. rock and roll. Ouais. Bad to the bone. Ouais. Pourri jusqu'à l'os. En québécois. Ah, on fait aussi des chansons. hein. Bah, pourquoi pas. Non, Christine, du coup, de Carpenter, qui est sorti aux États-Unis en Charpentier. Charpentier, oui, c'est vrai en québécois. De Jean Charpentier, qui est sorti aux États-Unis en 83 et en France un an après, le 25 janvier 84 pour les 16 ans de ma mère. Oh, Allez. beau cadeau. Voilà, Ouais. très beau cadeau. Et Christine, c'est aussi la Ouais, maman oui, de Léo, Christine, donc c'est j'étais la obligée maman. de faire la blague. C'est le film de toutes les mamans. Super. Voilà, on était obligé de faire un petit commentaire là-dessus. Voilà, avec Keith Gordon, John Stockwell et Alexandra Paul. Il y a principalement trois acteurs, c'est pour ça que je ne cite que ces trois-là, qui sont les trois adolescents. Le film se passe en 78 et c'est l'histoire de Arnie Cunningham, un ado de 16 ans,
l'acteur a vraiment 16 ans. Keith Gordon, qui l'interprète, a vraiment 16 ans à ce moment-là. ouais. C'est assez... c'est fou. Incroyable, hein. Mais c'est dingue. Bah oui, c'est fou. Voilà, donc c'est un peu un loser mal dans sa peau. Et il finit par faire l'acquisition d'une belle voiture, une Plymouth Fury de 1958. J'avais noté ça. J'étais sûre que tu le noterais. Du coup, je l'ai mis discrètement pendant que tu faisais ton truc là tout à l'heure. Non. Enfin, il l'achète complètement fracassée. Il faut le savoir, hein, elle est pas belle quand il l'achète. À un type franchement inquiétant qui vit dans une espèce de décharge un peu dégueu. Et l'étrange monsieur lui vend l'épave pour $250. Donc, ce qui est assez cher. Hein, pour l'époque. De l'époque, ouais. Voilà, pour l'époque, c'est très cher. Et d'ailleurs, son pote lui dit, mec, tu peux avoir vachement mieux pour le même prix, ça vaut même pas $50. Voilà, donc il se fait un peu arnaquer, mais lui... 5000 francs à peu près. les nouveaux, les anciens, on ne sait pas. Des écus. Mais Arnie, lui, il s'en fout, il veut absolument cette voiture. Bon, vous vous en douterez, la voiture, c'est Christine et pas la mère de Léo. Elle est pas dedans non plus. Bonjour madame. Et c'est pas non plus la plus belle fille du lycée dont tout le monde tombe amoureux. Voilà. Quoique, je suis contrairement à ma maman. Contrairement à la maman de Léo. Oh la vache. On aime trop Christine Jacquet. Un peu compliqué. Merde, Nadine et non. Bon, la maman de Léo, en tout cas, ce film, il est pour toi. Donc, en tout cas, Arnie, pour lui, c'est un peu la plus belle meuf du lycée, hein, Christine, sa voiture. Donc il l'achète finalement contre l'avis de son pote qui est relativement un beau gosse, hein, Dennis, qui est un joueur de foot, qui est plutôt qui a une vie plutôt standard quoi, standard d'ado américain, standard, voilà, où il est populaire, il est beau, il est sportif, il a une belle voiture, voilà. Et il l'achète aussi contre la vie et surtout le mépris de ses parents, voilà, qui ont un peu une place de merde dans tout le film. Donc il l'achète et il la remet en état dans un garage. Et alors là, on va être dans le horreur du dimanche verse, mais la première scène du film, je sais pas si vous avez vu, mais ça dit mot pour mot que la voiture est fabriquée comme par hasard. Où ça ? À Détroit. Eh oui. Ah ouais. Oh la vache. C'est incroyable. Toujours, on en revient. On en revient à Détroit. Il va falloir qu'on fasse un épisode spécial Détroit parce que tout se passe à Détroit. J'ai déjà mon film. Il y a un lien aussi avec le mien, je vous le dirai après. Donc voilà, c'est dingue. Donc le lien avec le thème, vous l'aurez compris, c'est la voiture tueuse. Enfin non, vous l'aurez pas compris parce que je vous en ai pas parlé, mais c'est la voiture tueuse. Moi, j'avais pas vu ce film. J'ai trop honte de pas l'avoir vu, mais je l'ai vu maintenant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je voulais prendre Boulevard de la Mort à la base, mais je suis contente d'avoir découvert celui-ci à la place. Mais bon, je fais un petit clin d'œil à Boulevard de la Mort parce qu'il aurait clairement pu rentrer dans le thème. Ouais, c'est un film génial aussi de Quentin Tarantino, donc voilà, on ne l'oublie pas, il fait partie du thème, mais on ne l'a pas choisi. Moi, je préfère Christine. Ah bon. C'est aussi l'adaptation de l'œuvre éponyme de Stephen King. Et alors, fun fact, c'est que le film a commencé à être produit avant même que le livre ne soit publié. Ah bon ? Donc le livre a été publié en avril 83 et le film est sorti en décembre 83. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment voilà. Et parce que dans les années 80, il faut savoir que Stephen King, tous les livres, voilà, je me mélange, tous les livres qu'il sortait, ils étaient hyper prisés. Il y avait vachement d'adaptations, genre Carrie et tout ça. Et du coup, toutes les prods de cinéma se l'arrachaient. Et c'était en mode le premier venu disait ok, il écrit un livre, on fait un film. Alors qu'on savait même pas de quoi le livre parlait. Cujo, le chien tueur. Le chien tueur, ouais. Putain, j'ai pas vu encore celui-là. Mais... Le meilleur. Moi non plus. Après Shining et Misery, Cujo. 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 Et Cujo. Je l'ai pas vu celui-là, Moi le non chien plus. tueur. Enfin bref, Carpenter, il a été très mis de vie sur très vite mis, n'importe quoi, sur le projet, juste après The Thing. Donc à peine un an après, la chose en québécois. La chose. Comment tu traduirais ça en La québécois? chose. Le truc. Ouais, La chose. truc. Le truc. Le blob. Le bidule. Et il en a fait un classique qui aujourd'hui est classé dans le Teenage Horror Movie. C'était pas voulu à l'époque, mais aujourd'hui ça en fait partie en fait. Ouais, un peu dans la continuité d'Halloween en fait. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un film qui pour moi parle d'altérité. Alors altérité, s'il y en a qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce mot, c'est le caractère de ce qui est autre.
Alors ça ne vous aide pas. Moi, j'ai pas non plus compris cette définition. T'aurais dû demander à Léo. T'aurais dit. Ouais, tu dirais quoi, Léo? L'altérité, c'est ce qui altère, Ouais. comme les petits pois. Oula. Attends, je vois pas le Je suis lien. pas complètement sûre là de. Non, je parlais plutôt de Basic Fit et les pois de, tu sais, pour soulever un peu. Ah, les haltères. Ah oui, pas les petits Oui. points. Oh, il est allé chercher très très On loin. ferme la parenthèse altérité. Bon, vous l'aurez compris, l'altérité, alter ego, c'est ce qui est autre, c'est ce qui n'est pas soi, c'est l'autre en fait. C'est voilà, je peux pas mieux vous le dire. Ça parle de ça et Christine l'incarne la voiture qui s'appelle Christine l'incarne dans ce film-là. Et l'altérité aussi, il faut dire que c'est une figure incontournable du genre horrifique. Ça revient assez souvent en fait, même si on n'avait pas forcément le mot altérité. Maintenant que vous l'avez, vous pourrez vous dire ce film que j'ai vu la semaine dernière parle d'altérité. Ouais. Ou peut-être pas. Je sais pas si vous vous direz ça, mais moi je trouvais ça important de le relever. Christine, c'est pas un objet. Elle est vivante et c'est ça qui est vraiment terrifiant dans ce film. C'est une belle voiture rouge sang, mais elle fait peur en fait. Enfin, Et moi, je l'aime beaucoup. Je te jure, j'étais Team Christine tout le film. Mais ouais, mais t'es ouf, moi je suis d'accord. Genre, tue ces saloperies d'humains. quoi. Ouais. Vas-y. Ouais. Bah ouais, elle est l'allégorie de la violence humaine. Ici, dans le film, elle est la violence refoulé d'Arnie, en fait, qui est lui très en colère contre le monde entier, en particulier contre les gens qui le bullient à l'école. A raison. Ah oui, ouais. Tim Arnie all the way aussi. Ouais. Contre ses parents qui le prennent un peu pour un bébé, voilà. Et puis parce que il répond pas aux normes physiques de l'époque, en fait. Donc, il est un peu moche, quoi. Moi, je ne le trouve pas moche. Non, mais il a des est lunettes, présenté comme donc moche. évidemment, Voilà. Il a des c'est un lunettes, donc drame. il est bête. À C'est l'époque, juste- avoir des lunettes, c'était. Oui, il est intelligent, donc il est moche. Non, mais il faut dire qu'ils lui ont mis des lunettes qui font 3 fois sa tête, donc c'est. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu mettre une petite lunette ronde à sa taille, quoi. Ça aurait déjà été mieux. Bah ouais, mais justement, plus Arnie passe de temps avec Christine, Moins il a de lunettes, c'est moins il vrai. a de lunettes. Et plus il devient cool. Et plus il a de la cool et gomina dans les sexy. cheveux, Ouais. Non, franchement, il change de style complètement. Donc, il enlève ses lunettes de premier de la classe. Il séduit des meufs. La plus belle meuf du lycée. La plus belle. Elle est magnifique. Lee. Bah oui. Super short, elle a un super short. Un Bermuda. Un Bermuda, pardon. Oui, à l'époque, c'était des Bermudas. Et il se met à mépriser ouvertement tous les gens qu'il dénigrait et qu'il contrôlait. Donc, encore une fois, ces enfoirés au lycée. Il y en a un qui s'appelle Buddy. On dirait qu'il a 64 ans, Oui, qu'il a je suis été d'accord. père de famille depuis des années. Mais en fait, Il a dû redoubler, ouais. il est en 3e. Tu comprends pas pourquoi. Celui qui a les pattes. Ouais, c'est celui-là. Oui, on dirait qu'il a fait 20 ans de tôle. C'est très bizarre. Il méprise ses parents, voilà. Et même son pote, beau gosse, Dennis. Ouais, mais il est un peu pénible. Ah, Il est pénible. Il est agaçant. Il est pénible, mais il a un bon fond. Ouais. Enfin, je crois. Oui. Mais moi, je comprends qu'il soit un peu saoulant, quoi. On dirait un peu dans Retour vers le futur, quoi, tu vois. J'ai oublié son nom, mais. Marty McFly. Non, Marty McFly, Ouais, ouais. un peu, ouais. C'est peu vrai, il y a un insupportable, côté un peu Marty McFly. Mais. Attends, moi j'adore Marty McFly. Bon, c'est un autre podcast. Mais bon, voilà, il se met à laisser pas mal de cadavres sur la route, en fait, avec sa copine Christine, qui, elle aussi, est présentée également comme, en plus de l'altérité, enfin, d'Arnie, elle est présentée comme, évidemment, une entité féminine. Ça, c'est pas moi qui vous l'apprends, ça a déjà été dit 12 000 fois. Elle a un petit V sur la calandre. Oui. Rien à voir avec son nom ou sa marque. Mais qu'est-ce que c'est que cette forme en V? On se demande. On se demande ce que c'est. Mais en tout cas, à la fin, Arnie la caresse. Oui. Oh là là. Et c'est d'ailleurs assez émouvant. C'est subtil. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, C'était limite plus excitant que Titan et Crash réunis. Tu vois. Incroyable. Hein. Mais Crash voilà, 3. elle est. Elle incarne voilà ces femmes maltraitées par les hommes qu'elle déboîte à chaque fois, hein, faut quand même le dire. Oui, et ils puis vivent pas très longtemps après lui avoir fait du mal, et elle est aussi exposée à des rivales femelles. Hein, Bah oui, voilà, parce que Ouais. la copine est jalouse de la voiture. Ah oui, Ouais, et la voiture Donc est bon. jalouse de la copine, Ouais. tout va bien, c'est voilà. Ouais. On sait Et- quand même que exit Arnie si jamais il déconne, hein, parce que son ancien propriétaire a mal fini quand même. Ouais, hein. ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, mais
mais en même temps, c'est bizarre parce que ça incarne les femmes un peu abusées des hommes, mais en même temps, elle représente vachement la phallocratie du moment. C'est Tu vrai. vois, enfin, genre en mode ah ouais, c'est mon mec, bah je vais. Tu le regardes pas parce que je vais te défoncer. Très Tu vois, jalouse, ouais. c'est voilà, elle est très jalouse. C'est vraiment la femme victime et du coup voilà, elle incarne plusieurs choses. Petit fait intéressant, c'est que le livre de Stephen King, lui, parle pas du tout de ça, parce que Christine, c'est pas du tout ça. En fait, c'est seulement l'esprit vengeur. En fait, Christine, c'est une voiture, c'est un objet dans le livre qui est possédé par l'esprit vengeur du dernier propriétaire. Donc, il y a pas du tout cette dimension. D'accord. Elle est pas autonome. Voilà, Non. elle est pas autonome, donc il y a pas cette dimension un peu Tesla. féministe ou pas féministe, je sais pas comment on interprète le truc, mais voilà. Donc en tout ça, cas, c'est chouette, Carpenter rend ça assez intéressant. Je suis d'accord, ouais, c'est vraiment Il enlève ça. l'origin story en fait. Enfin, ça, Mais c'est il lui vraiment crée cool. vraiment une personnalité à part Voilà, entière c'est ça. du coup, quoi. C'est cool. C'est ça, elle est l'esprit vengeur en fait. Ouais. Elle n'est pas possédée, mais elle l'est. Mais d'ailleurs, enfin, je sais pas, mais moi j'avais envie qu'elle gagne un peu, Christine. Ah, mais en fait. Bah ouais, on a T'es tous d'accord, envie, hein, on a enfin, tous envie qu'elle gagne. Oui, parce que Ouais. les gens se comportent pas bien avec Mais elle. non, Enfin, ouais. ils Bah non. rentrent toute Dans la elle. journée en elle sans lui demander son avis, C'est vrai. en tirant sur la poignée de façon extrêmement Il vulgaire. cendre sur ses Il sièges. cendre sur ses sièges. Qui fait ça? Ouais, lui, il est puni. Hein. Et elle a une super playlist. Ouais, C'est vrai que moi, franchement, j'adore. ouais, ouais. Puis c'est un peu une Tesla avant l'heure, tu vois. Enfin, elle est automatisée et tout. Ouais, bah c'est- oui. Oui, clairement. Ouais. Je Clairement. suis sûre qu'elle consomme pas beaucoup en plus. Que du sang. Elle est, que du sang. elle est hybride. Bah, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, c'est kilométrage. Enfin, son Oui. kilométrage diminue. Ah, Oui, oui, oui. Non, mais voilà. C'est quoi le cette futur. voiture C'est incroyable, c'est incroyable. Et Donc c'est un film écolo. C'est un film écolo. Voilà. Et aussi, j'ai appris, c'est super intéressant. Vous allez me dire, mais waouh, là, tu nous apprends des trucs de malade. Mais déjà, ça devait être Kevin Bacon qui aurait dû jouer Dennis. Ah. Il a Ah, refusé mais- parce qu'il jouait dans Footloose. Il a dit Ah. non, je prends Footloose. Ouais. Il a eu C'est tort. des choix de carrière. Ben voilà, des choix de carrière. Et aussi, le film, enfin, la prod voulait que le film soit vraiment très horrifique et que le film ait le fameux R rating, donc restricted, le classement interdit aux moins de 17 ans. Qui donne envie à tous les moins de 17 ans d'aller voir le film. Voilà. Et donc, il fallait absolument qu'il ait ce R, le film. Et du coup, l'image, enfin, ce qu'on montrait à l'image n'était pas suffisamment violent pour avoir ce R. Donc, ils ont décidé de rajouter des injures dans les dialogues. Donc, les F-word et tout. Ok. Le Carpenter de base avait du coup pas prévu d'en faire potentiellement un film si horrifique que ça. Il Quoi. voulait faire un truc pour les ados, en fait. Ouais, Et c'est d'accord, ouais. je pense que c'est ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, quand c'est sorti en 83, c'était censé être un truc vraiment terrifiant. Et en mettant des fuck toutes les deux phrases, ils se sont dit, vas-y, c'est un R rating. Mais moi, je trouve que ça fait un peu peur parce que tu parlais de l'entité propre, enfin, pardon, je veux dire, de l'autonomie de pensée de Christine, qui est pas le propriétaire, l'esprit vengeur du propriétaire précédent. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qui fait flipper dans Halloween, par exemple. Et d'ailleurs, Ouais. la bagnole, elle est filmée un peu comme le tueur. Hein, Ouais. comme, Mais il y a beaucoup de parallèles avec Michael Myers. Voilà, Oui, oui. mais ça rejoint un peu cette idée du mal, tu vois, Incarné, du mal quoi. incarné, du mal primitif, tu vois, Tout à fait. du truc. Et donc, et moi, ça me fait peur en fait. Tu vois, moi, quand je regarde le film, L'absence quand je de regarde, raison ou de... voilà, Ouais. moi, Christine, ça me fait peur, tu vois, genre, et notamment, t'as quand même une scène, bon, c'est le point démembrement, mais t'as la scène où, tu vois, il y a un des trois abrutis là qui la vandalise, qui se fait, Mucci, il s'appelle. ouais, voilà, et ben Mucci passe un sale quart Il se d'heure. fait Hein. couper en deux. Ouais. Il se fait couper en deux en se faisant coincer Ouais. dans un petit recoin là, Ouais, par la puis, voiture qui force le ouais, passage. ouais. Cette scène, elle est affreuse. Enfin, moi, elle me fait flipper, quoi. Enfin, moi, l'idée d'avoir une voiture comme ça qui te poursuit, c'est, je sais pas. Mais moi, surtout qu'en fait, on ne sait jamais. C'est un peu ce que Carpenter a voulu sous-entendre, c'est que quand la voiture attaque, quand Christine se met à attaquer, les vitres sont teintées en noir. Ouais, on sait Et pas donc en qui est fait, on ne devant. sait pas si Arnie est au volant ou pas. Et donc il y a des moments, on le voit, il y a une scène où il a les yeux un peu maquillés, il a du noir sous les yeux et tout. On voit qu'il est au volant de Christine. Oui. Mais il y a plein d'autres scènes où on ne sait pas en fait si c'est lui qui Oui, agit tout à ou fait. si Ou c'est c'est Christine. elle toute seule qui fait Voilà. ces trucs. Et d'ailleurs, en anglais, c'est she. Oui, Donc, et je pense que vraiment- moi, ma mort préférée, c'est la mort du...
J'ai noté c'est dans mon carnet. Mon préféré, c'est vraiment Buddy. moi, c'est celle de Darnell, le propriétaire du garage. Parce que là, effectivement, c'est Christine toute seule qui fait son truc. Oui. Il y a sa banquette qui se relève. Et ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Et je trouvais ça vraiment génial parce qu'elle gère son truc, quoi. Ouais, en fait, elle l'étouffe, elle elle l'étrangle. Et son pare-brise n'explose pas. Mais c'est Non, vrai que très forte. c'est vrai que c'est le mal originel parce que même dès le départ, la fabrication, c'est la seule voiture rouge. Oui. Puis tu sais pas pourquoi en fait, quoi. Juste, c'est comme ça, quoi. C'est peut-être parce qu'elle est issue du capitalisme. Peut-être est-ce le capitalisme le mal originel. Je ne sais pas. Ah bah ouais, c'est la voiture quoi, de toute façon. Non mais bah c'est un produit du grand capital. Oui. On l'a dit en intro. Thomas déteste conduire, on l'avait compris. J'aime pas ça. Non mais c'est trop bien Christine, hein, franchement. Ouais, c'est bien. Je suis contente de l'avoir. Et en plus, c'est très beau. C'est très très beau. Ouais. C'est très beau, ces phares qui s'allument dans la nuit. Bon, je termine, hein, mais Oui. Quand elle est en feu là, c'est très très beau ça. Elle fait son striptease. elle se régénère toute seule. Trop cool. Elle est très belle. Ouais. Et puis petite bande son de Carpenter qui est assez chouette aussi. Et je crois qu'ils ont défoncé une vingtaine de bagnoles. Faut le savoir dans le film. Oui. J'ai vu ça. Et bah tant mieux. Voilà. Quelle crève. Bon, bah Christine, c'est chouette. Hein. Je crois qu'on est assez unanime sur le film. On va passer au meilleur film, le mien, que j'ai gardé pour la fin. Donc le film que j'ai regardé, moi, c'est Near Dark, Les frontières de l'aube. Well, I'll be goddamn. Shit kicked her heaven. Hey, come on, Ted. Let's belly up to the bar and get us some refreshment. Fuck sharks. Bartender, give me a couple of shots, whatever donkey piss you're shoving down these cocksuckers' throats. Hey! Hey! You spilled my drink. Well, why don't you lick it up off the bar, meatball? Why don't you lick it up yourself? Ah là là, il est bien cet extrait, la scène du bar. Meatball. Léo, comment tu traduirais Near Dark en québécois? Proche du sombre. Ouais. J'aurais dit pas. Proche de l'obscurité. Bon, moi j'aime bien le titre français, Les frontières de l'aube. Ouais. C'est beau. C'est beau. Donc film de 85 de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, vous la connaissez probablement. Catherine Bigelow, c'est la réalisatrice, entre autres, de Point Break et de Strange Days. Mais non. Catherine Grosbat, tu veux dire? Putain. Allez. Elle va nous mettre un procès, on va être ruinés, c'est super. Je me désolidarise. C'est l'ex de James Cameron, hein. Alors fais attention. Okay, ouais. Donc Catherine Bigelow, réalisatrice de Point Break et de Strange Days pour sa filmographie des années 90. Donc moi qui sont deux films que j'adore. Parce que t'es amoureux de Keanu Reeves. Parce que j'aime bien Keanu Reeves. T'es amoureux de Keanu Reeves. Il est hyper beau. Il est amoureux de Keanu Reeves. Donc ouais, j'aime bien Keanu Reeves et j'aime bien Point Break et j'aime encore plus. Enfin, j'aime beaucoup Strange Days, qui est avec le type qui joue Voldemort, j'oublie tout le temps son nom. Ralph Fiennes, voilà, ça y est, ça me revient. Mais Ralph Fiennes avec les cheveux longs et ouais, voilà. Il est assez beau gosse. Et Juliette Lewis, enfin bref, on et va des pas mineurs, parler. des mineurs aussi. Voilà, et puis là, pour ce qui est de sa filmographie plus moderne, Des mineurs, Zero Dark Thirty, Détroit. Détroit encore. Et puis entre les deux, il y a K-19 avec Harrison Ford, Le piège des profondeurs. Bon bref, c'était. Mais elle a fait vraiment plein de trucs. Ah mais oui, et Catherine Bigelow, elle a fait énormément de choses. Near Dark, c'est son deuxième long métrage. Le premier, c'était Loveless avec Willem Dafoe et Catherine Bigelow. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'avant tout, de formation et de profession, avant d'être cinéaste, elle est peintre et elle faisait partie d'une espèce de collectif au sein duquel les formes d'expression étaient multiples et elle a apporté probablement la vidéo, le court-métrage et puis après elle s'est autonomisée, elle est partie vers une carrière de cinéaste.
Et elle a entre autres dans sa vie rencontré le parcours de James Cameron, avec lequel elle a été mariée pendant un certain temps, et probablement que dans un certain nombre de ses films, ça se ressent, en tout cas dans la production des films. Voilà. Mais c'est Near Dark, donc c'est son deuxième film, et c'est un film qui est avant tout un film qui est plastiquement très très beau, et au cours duquel on voit son obsession pour la couleur, les noirs, leur profondeur, les bleus. Le film est intégralement tourné la nuit, quasiment, à l'exception d'une scène où il regarde les étoiles qui a été faite en studio. Et donc ça donne cette plastique au film qui est, moi je trouve, sublime. Je vous le résume en quelques mots. J'ai fait 2 versions du résumé. La première, Caleb, cowboy forceur, rencontre May alors qu'il glandouille avec ses potes un peu nazes au fin fond de l'Oklahoma. Mae est en réalité vampire. Elle ne tardera pas à lui révéler sa vraie nature en le transformant au cours d'un baiser, et le jeune Caleb est alors rapidement entraîné dans un road trip morbide en compagnie de la meute de Mae. Alors, dans cette meute, il y a le chef Jesse, le cruel mais marrant Severin, l'impitoyable Diamondback et Homer, le gros bébé Cadom. J'ai une deuxième version du résumé que Léo m'a faite par message. Ah ouais, je l'ai vu, c'est le film avec le gang de vampires punk à chien. Bon. Meilleur résumé. Mais ça résume bien. Non, mais il a pas tort. Il a pas tort. Donc voilà. Donc moi, pourquoi j'adore ce film, je vous l'ai dit, c'est avant tout parce que je le trouve sublime, et puis parce que je trouve que c'est une imagerie assez unique dans le cinéma. C'est un film qu'on n'avait jamais vu avant et qu'on n'a probablement jamais revu, c'est-à-dire un western. Une espèce de film de vampire western. Alors vous allez me dire, le thème de la voiture, c'est où ? En fait, il est pas vraiment central dans le film, hein, mais il y a comme le film est un road trip, il y a en permanence des véhicules, il y a 2 scènes avec des gros camions, dont une scène qui est une des scènes finales qui est clé, et donc on voit énormément de grosses cylindrées dans le film. Donc au-delà de ça, le film, dans les thématiques qu'il aborde, l'histoire est simplissime, mais c'est quand même un film qui parle d'une thématique qui est, je pense, chère à Catherine Bigelow, qui est la thématique des groupes de marginaux, qui sera une thématique également qui était abordée dans son précédent film, dans son premier long métrage, et puis qui sera abordée aussi dans Point Break. Et c'est donc souvent des meutes d'hommes, voilà, qui voient leur cohésion éclater par l'irruption comme ça d'un étranger au sein de leur groupe. Voilà. C'est un film au cours duquel il y a, à mon sens, 4 scènes clés. Alors, la scène où le personnage de Mae va nourrir le personnage de Caleb de son propre sang, qui est une scène que je trouve assez érotique, en fait, quand on la regarde. Il y a la scène du bar. Elle est très érotique. Voilà. Il y a des au niveau du son, c'est une scène de sexe. Hein. Ouais. Mais j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve très bien filmée et très chouette. Je n'en parle pas trop parce que t'es mon frère, donc ça me dégoûte. Oh putain, la vache. Il y a la scène du bar, dont l'extrait que vous avez entendu... qui est assez hardcore. Ouais, qui est assez hardcore, cette scène, mais qui est super bien. Il y a la fusillade du motel, qui est une scène d'action qui a été, à mon avis, très difficile à tourner, puisque les trous, donc ils sont pris d'assaut dans un motel par la police, la meute de vampires, et puis les trous que vont faire les balles tirées par les policiers vont faire rentrer la lumière dans le motel et blesser les vampires qui vont prendre feu partiellement. D'ailleurs, c'est très très bien fait. C'est très beau cette scène. Ouais, et c'est très très bien fait, la manière dont ils prennent feu. Et puis une dernière scène qui est la scène de camion à la fin, entre le personnage principal, enfin les 2 personnages principaux, et le personnage de Severin. Voilà, donc très belle scène finale aussi. Ouais. C'est un film qui a été quasiment, intégralement tourné même dans l'Oklahoma, dans un bled paumé, et qui retranscrit un peu cette imagerie classique, du Midwest américain. Donc c'est assez chouette. C'est un film, à mon avis, qui véhicule pas de grands messages, mais qui est un film qui est avant tout, je trouve, très très beau. Voilà, je vous en ai parlé, qui montre des très beaux paysages, des très belles nuits,
une violence graphique qui a été volontairement mise en scène par Catherine Bigelow pour faire entrer le spectateur complètement dans le film, et puis des personnages qui sont, je trouve, assez bien écrits. Moi, j'aime bien le personnage de Severin, qui est joué par Bill Paxton. Oui, parce que le film reprend une partie du cast de Aliens, de James Cameron. Donc, il y a Bill Paxton, il y a Janet Goldstein, et puis surtout le grand Lance Henriksen, qui joue 3 vampires. Et donc, j'aime beaucoup, moi, le personnage de Severin, qui est joué par Bill Paxton, parce qu'il est très, très cruel, et puis il est un peu marrant aussi. Voilà. Donc, un petit peu en vrac, je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles j'aimais ce film. Je pense que ce qu'il est quand même intéressant de souligner, c'est que c'est dans les années 80 un film d'action qui met en scène des vampires, du sang, du sexe, des bagnoles, réalisé par une femme. C'était vraiment pas fréquent. Et donc, d'ailleurs, il y a une interview de Catherine Bigelow au sujet du film que vous pouvez retrouver sur YouTube, au cours de laquelle elle parle de sa position. Alors, elle en parle très brièvement parce que c'est pas le sujet principal de l'interview, comme vous pouvez l'imaginer à l'époque, mais où elle parle très brièvement de la condition des femmes réalisatrices, et elle dit qu'elle pense que ça va rapidement s'améliorer. Alors, je sais pas où on en est. On peut peut-être faire le bilan là, mais alors qu'est-ce que rapidement? Voilà, qu'est-ce que rapidement? Voilà. Mais donc, moi j'adore ce film, j'espère que vous avez bien aimé, parce que d'habitude vous n'aimez pas les films que je choisis. Camille, t'en penses quoi? Moi j'ai beaucoup aimé, j'étais très surprise parce que je connaissais un peu les films que tu as cités avant de Catherine Bigelow. Je connaissais pas du tout ce film-là, qui est très étonnant, par son scénario, etc. Et en même temps il y a vraiment je trouve qu'il s'inscrit dans plein de films très beaux, moi que j'adore, comme La balade sauvage de Terrence Malick. J'ai vraiment retrouvé ce truc. C'est un film hyper romantique, il faut le dire. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu gnangnan. Bon, un peu nunuche, ouais. Voilà. Mais Thomas, il aime bien. C'est ce côté cœur tendre. On respecte. Moi, je préfère Crash, mais bon, voilà. Et donc, c'est sûr que c'est le grand écart, là. De Crash à Near Dark. Non, mais c'est bien, on fait une progression, tu vois. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était... déjà, les acteurs, je les ai trouvés très beaux. Surtout elle. Elle est sublime. Elle est sublime. Je ne sais pas qui est cette actrice, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, je la trouve incroyable. Elle a quelque chose de très, très particulier. Son nom de famille, c'est Wright, mais je me rappelle plus de son prénom. C'est pas Robin. Non, c'est pas Robin Wright. Mais en tout cas, c'est une actrice qui a pas fait grand chose après, qui a un peu perdu des radars dans les années 90. C'est dommage parce qu'elle est vraiment. Moi, je trouve que c'est elle qui est la plus. Elle est magnétique dans le film. Effectivement, comme tu le disais, c'est un film superbe en termes de couleurs, d'images, et ça se voit que c'est en fait que l'histoire vampirique est un peu un prétexte pour Catherine Bigelow pour filmer des endroits qu'elle aime, et filmer ce Midwest américain, les grandes plaines, les forages de pétrole, cette scène effectivement où il y a une succion, le sang qui se fait, mais sur un fond de forage pétrolier, et la façon dont elle filme aussi les visages des hommes et des routiers notamment, que les vampires vont croiser au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a plein de choses qui se retrouvent ensuite dans son cinéma. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce film. Le plaisir est pour moi, j'adore ce truc, moi. J'aime bien la musique aussi. C'est chouette. Oui. Tangerine Dream, la musique. Attention, c'est pas... le rêve de mandarine. Exactement, celui-là. Léo, ouais. Moi, ça faisait un petit moment que je l'avais vu parce qu'il était sur Shadows et... Les punks à chiens. Et... T'aimes bien, toi, Léo? C'est vrai que j'aime bien les films qui parlent de marginalité de manière générale. J'aime bien les œuvres d'art qui parlent de groupes marginaux. Je trouve que le ton du film est très juste. Moi, c'est ce que j'en avais retenu dans son approche des personnages. Et encore une fois, mais je trouve que c'est pas pareil, mais c'est un peu similaire à l'approche qu'elle a eue aussi avec Point Break et le groupe de Marginal. En fait, il y a pas, encore une fois, pareil, il y a pas vraiment de jugement. Bon, il y a un déversement de violence et limite moi qui peut me rappeler,
j'en parle souvent, j'en ai déjà parlé de ce film, j'en parle souvent dans The Devil's Reject, où t'as limite une certaine empathie et compassion pour ces personnages marginalisés qui vivent reclus en marge de la société et qui galèrent, quoi. Et t'en viens un peu à passer outre leurs excès de violence, quoi. Et ouais, il y a des scènes, je trouve, qui sont vraiment hyper poétiques et très belles. Moi, la scène du motel, même si elle est très violente, ces espèces de jets de lumière qui jaillissent sur eux et qui les brûlent, c'est très très beau, c'est très bien mis en scène. Et non, franchement, c'est vraiment un chouette film. Et la cinématographie de Catherine Bigelow, ouais, justement, c'est vraiment un truc, une réal dont les films sont à voir, en fait, je pense, quoi. C'est les sujets qu'elle aborde, ils sont bien traités, c'est pertinent et c'est bien réalisé, donc non, c'est top. À voir. C'est top. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle présente ses personnages avec beaucoup de tendresse. Enfin, moi, c'est ça que je trouve chouette, c'est que c'est-à-dire que il recrée famille, en fait. Enfin, c'est vraiment chouette. Et scénaristiquement, c'est intéressant parce que, en fait, initialement, il est extérieur au groupe, il s'intègre dans le groupe. Puis il se désintègre. Et puis il en ressort. Et en fait, toi, tu restes avec ce personnage-là, mais tu regrettes le groupe que tu as quitté. Exactement. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film, merci aussi. Et puis merci parce que c'est le deuxième film réalisé par une femme. Oui, on a la parité totale. Donc super. Je savais pas du tout que j'adore Point Break et je savais même pas que c'était elle qui avait réalisé Point Break. Donc, et moi non plus, tu vois. Je l'ai appris ce soir même. Je suis amoureuse de Keanu Reeves comme Thomas. Oh la vache. On va prendre un rendez-vous collectif. Oui, voilà. On va tous aller chez le très bon psychanalyste Camille. Non, effectivement, c'est un film qui est très très beau. Vous avez déjà tout dit. Je trouve que c'est marrant de surligner le fait qu'à aucun moment le terme vampire n'est utilisé. C'est vrai, c'est vrai. Donc parce qu'on dit que c'est un film de vampire, mais à aucun moment on dit vampire dans ce film. Bah, il suce du sang, alors bon. Oui, voilà. Mais bon, finalement, un moustique aussi, ça suce du sang, c'est pas. Et d'ailleurs, il y a un plan de moustique au début. Oui. Ah ouais, ça s'ouvre là-dessus. Donc c'est peut-être un film sur des gens qui sont des moustiques en fait, et pas des vampires. Des moustiques humains. C'est un peu plus nul tout de suite quand même. Non, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant de parler de ce point-là, et surtout que c'est pas associé, c'est associé à aucun moment à de la religion non plus. Non, le vampirisme, ouais, tout à fait. Donc c'est une condition d'un groupe. Très très cool. Et je pense, c'est le point clé de ce film. Je pense que Thomas progressivement veut nous amener à Twilight. Et donc voilà, ça fait déjà 2 films où voilà. Oui, c'est vrai. Moi, à chaque fois, je pense à Twilight quand Thomas me parle me donne ces films que je dois regarder. Je me dis mais on va se faire je crois qu'il y a 4 ou 5 films. S'il je vous pense plaît. que chacun prend un volet. Donnez-moi un Twilight. Je crois que Thomas est très amoureux de Robert Pattinson aussi. Je préfère vraiment Keanu Reeves. Mais bon. Non, mais franchement, ils ont la peau blanche, les cheveux noirs. Ouais, mais Keanu Reeves, c'est pas. Tu peux pas égaler Keanu Reeves, quoi. Mais bon, c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est Thomas. Il a envie de nous parler de Twilight. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse un épisode spécial Twilight et on s'y plie, quoi, on le fait. C'est pas grave, hein. Il y aura la team Edouard, la team Jacob. Team vampire, team loup-garou et c'est parti, quoi. Bon, et ben on en a fait du chemin. Oui. Ouais. On a fait 4 films qui étaient. On est parti de Crash. On est arrivé aux frontières de l'aube. On a pu aborder plein de points, discuter de plein de choses. C'était super chouette de tous vous avoir et de tous vous retrouver. On espère que vous qui écoutez, vous avez passé un bon moment. Et puis on va se quitter après avoir raconté ce qu'on avait fait le dimanche précédent, parce que c'est un petit peu la tradition. J'y tiens. Voilà. C'est les au revoir. C'est les au revoir. Ouais. Donc t'as fait quoi toi, Léo, dimanche? Bah moi je me suis remis un peu au code de la route parce que ça m'a donné un peu envie de repasser mon permis. Voilà, donc je ne monterai jamais en voiture avec lui. Ouais, je fais trop de fautes encore. C'est priorité à droite. Hein. Voilà. Tu t'y fais pas à ça. Il dit priorité à gauche tout le temps. Je suis pas politique. Lola, t'as fait quoi toi dimanche dernier? On était au Canada encore? Bah non. Ah bah non, j'étais en jet lag dimanche dernier. Alors le dimanche, c'est super bien pour se remettre du jet lag, même si ça ne suffit pas. Moi, il m'a fallu 4 jours. Voilà. Mais sinon, j'étais au Canada avant, c'était vachement bien. Ça ne se fait pas en un seul dimanche,
Mais si vous y êtes un dimanche, mais si vous y êtes un dimanche, il y a plein de trucs à faire au les Canada. recos de Lola, qui Y sont compris toujours, voir des ours. Je n'ai pas vu d'ours. toujours de pire en pire, les douches, le Canada, enfin ça n'a aucun sens. Et les sous. Et les- bon, Et on peut aussi voir des baleines et j'en ai pas vu non plus. Elle m'a ramené du sirop d'érable par contre, ça c'est très gentil. Voilà. bon, et toi Et Camille? j'ai pris 2-3 kilos. Ah ouais. Alors, Camille, t'as fait quoi, moi, toi vu que j'ai pas de permis, j'ai pris le pass Navigo et je suis allée en Transilien à Auvers-sur-Oise. Vivre une vie de pré-retraité avec des amis, mais c'était très chouette. Auvers-sur-Oise, c'est un petit village dans lequel Van Gogh est mort et a fait plein de tableaux avant. Parce qu'il faisait une thérapie qui n'a manifestement pas très bien fonctionné. Non. Belle Il y a un réussite, ça. musée de l'absinthe, ce qui est quand même un truc à voir à Auvers-sur-Oise. À boire. Et à boire à Auvers-sur-Oise. Bon, Et toi, Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Bah moi j'ai mangé une glace à la pistache, figurez-vous. Oh. Et Ah avant, quand m'as pas dit. quand j'étais petit, j'aimais pas la pistache, je trouvais ça dégueulasse. Et ça fait quelques temps, enfin en sucré, ça fait quelques temps que je trouve ça vraiment super. Vraiment, j'adore ça. Donc la pistache, voilà. Bon et Comme quoi, rien n'est perdu jamais. Et c'est très doux la pistache finalement. c'est très très doux. Ouais. Et puis j'ai joué aux jeux vidéo aussi. On est le 4 mai, May the Force. Donc j'ai joué au dernier Star Wars. Oh. Voilà, bon, j'arrête. Allez, c'est naze. On se quitte sur cette volée de recommandations. On vous dit à dans 2 semaines. On vous fait plein de bisous. On se retrouvera autour d'un thème qui a été, je pense, à peu près arrêté. Et comme d'habitude, on vous le dévoile pas en avance parce que si jamais ça change, vous serez déçus. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.